Evelina, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Pertusato. Alors je ne vais pas te demander de te présenter trop vite, trop frontalement. On prendra le temps de te découvrir doucement au cours de cet échange. La première question que je voulais te poser est la suivante. En tant que jeune militante proche d'Alternativa, as-tu le sentiment que ta génération ait parfaitement intégré la notion d'urgence climatique ? Alors j'ai l'impression qu'il y a eu une légère prise de conscience, puisqu'on l'a vu dans les rues, il y a eu plus de monde que les années précédentes. Par contre, non, sur les statistiques, notamment ce qu'a pu dire Camille Etienne, celle qui sort de Sciences Po Grenoble, il y a 35% des personnes entre 18 et 25 ans qui sont considérées comme climato-sceptiques. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une prise de conscience sur les enjeux actuels. Les 2/3, c'est déjà pas si mal, même si évidemment c'est insuffisant. Il faudrait que tout le monde soit engagé dans ce combat. Je me demandais, est-ce que c'est facile d'obtenir des informations claires, précises, factuelles, sur ce que veut dire ce dérèglement climatique global ? Oui, alors y en a beaucoup qui savent, qui entendent. À la radio, on en parle beaucoup. Mais pas de façon claire, pas avec des chiffres ou des informations qui permettent de faire le lien entre ce qui s'est passé autrefois, ce qui se passe maintenant et pourquoi ça se produit ainsi. Donc on peut dire on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas pour ça que les gens vont changer leur façon de vivre. Tu dénoncerais par là une sorte de flou artistique qui serait entretenu autour de ces notions d'enjeux climatiques. Ces notions seraient abordées par la presse de façon trop incertaine, trop floue pour justifier des réactions claires, franches et massives. Et que dans cet entre-deux, en fait, on n'arrive pas à motiver en fait, des réactions factuelles, efficaces et radicales. Toi, malgré tout, et tes amis, vous avez de l'information. Vous allez la chercher où et comment ? Je pense que si on s'y intéresse, on peut avoir les informations. Il y a beaucoup de scientifiques qui alertent depuis longtemps. Donc, je pense à Aurélien Barraud, Pablo Servigne, Jean Covici, qui répètent les mêmes chiffres que j'ai du mal à retenir d'ailleurs, tellement mon cerveau ne veut pas les avoir, je pense. Tellement c'est flippant, quoi. Les vertébrés, les oiseaux, les insectes, on sait qu'il y a une... Oui, c'est flippant, ça, c'est une certitude. Et c'est d'autant plus flippant que, comme tu nous l'as expliqué précédemment, c'est mal raconté, c'est imprécis. Et personne n'a envie de s'engager dans une voie en même temps incertaine et potentiellement anxiogène. Ça se comprend assez aisément. Justement, comment faites-vous toi et tes amis militants, pour arriver à vous forger cette intime conviction qu'un combat massif doit être mené pour sauver le climat ? Alors moi, de ma petite échelle, j'ai pas une idée. Après, je me fie au rapport de Meadows, qui ont déjà eu, donc en 72, qui ont déjà sorti des statistiques qui se sont réalisées. Oui, ça s'est réalisé. Le rapport Meadows, manifestement, est incontournable. Et également, les rapports du GIEC sont quand même difficilement attaquables. Il semblerait qu'il y ait quelque chose de vrai qui soit caché dedans. Ça semble clair. Toi, tu arrives à comprendre que, malgré tout, nos hommes politiques et nos responsables arrive à résister encore à ces évidences et ne pas prendre la mesure des choses. Oui, je le comprends parce qu'il y a une phase de deuil à faire de notre vie d'avant qu'on n'a peut-être pas envie de faire tout de suite, que certaines personnes n'ont pas envie de faire tout de suite. Et puis surtout, on est baigné dans la surconsommation. Je pense encore plus qu'en habitant en ville parce qu'on a toute la publicité visuelle dans les rues, plus la télévision, la radio. En fait, on a beaucoup plus d'informations sur consommer que ne pas consommer. Ou alors ça s'alterne, donc notre cerveau ne peut pas suivre tout. Oui, notre cerveau ne peut pas tout suivre, c'est une évidence. Et on l'entend assez souvent. Tout ça est tellement inextricable, tellement imbriqué que c'est très difficile à en dégager des lignes de force claires. Alors, c'est peut-être un peu parce que l'exposé n'est pas si bien formulé que ça, c'est peut-être parce que ça réveille des peurs profondes et on n'a pas envie d'aller voir, mais c'est surtout parce que c'est
ce combat pour le climat est en conflit frontal avec l'idéologie dominante qui est le néolibéralisme. Cette idéologie organise la totalité des rapports sociaux au monde et il n'y a pas de place, en fait aucune place possible pour une quelconque dissidence ou une quelconque inflexion de l'idéologie, parce qu'il s'agit bien véritablement de cela. Et d'ailleurs, je me demande comment toi et tes proches vous arrivez à vous affranchir de ce déterminisme consumériste dans lequel vous êtes nés. Ça vient des parents ? Alors non, c'est pas parental. D'ailleurs, j'ai encore mes parents à convaincre un petit peu. C'est du bouche à oreille d'un événement qui allait se passer à Saint-Étienne en août 2018. C'était le village Alternatiba pendant le tour en vélo. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas dans ce monde un peu alternatif qui dénonce le réchauffement climatique et le manque d'informations. Enfin, voilà. Et du coup, c'est là où j'ai vu beaucoup d'alternatives et un monde finalement joyeux qui se prépare et qui informe. Ce témoignage est particulièrement précieux. Si je te comprends bien, tu es issu d'un milieu familial qui n'est pas particulièrement porté sur l'écologie. Et entre l'école, le collège, le lycée, où tu as dû briller un peu dans des disciplines scientifiques pour un jour être ingénieur. J'imagine que dans ce genre de cursus, on ne parle pas trop de décroissance, on ne parle pas trop de low-tech ou d'écologie. Et tu vas baigner dans ce monde-là jusqu'à peu près, j'imagine, l'âge de 25 ans pour obtenir un diplôme de ce niveau-là. Et en fait, brusquement, tu fais volte-face. Tu ne donnes pas suite. Tu fais fi de 25 ans de déterminisme social et culturel. Et ça, c'est particulièrement surprenant quand on ne le vit pas de l'intérieur. Ça vient de tomber, c'est la communauté qui me fait passer ça pour jouer, parce qu'ils sont un peu joueurs. Donc, Xavier Bertrand vient de lire le rapport du GIEC. Ça, déjà, c'est pas du Gorafi, mais c'est vrai, apparemment, il a lu le rapport du GIEC, il l'a analysé, parfaitement compris. C'est la technologie et l'innovation qui vont nous sauver. Je te laisse le soin de réagir à ça. Non, je pense que si la science pouvait nous sauver, elle l'aurait déjà fait. Et que c'est empirer les choses que de vouloir mettre encore plus de temps et d'argent et de carbone à développer des technologies qui ne font qu'empirer les choses au final. Donc, par exemple, les panneaux solaires, ou les batteries, les voitures électriques. Oui, on est bien dans une sorte de pataugeoire énergico-technologique dans laquelle on se débat comme on peut, mais ça semble bien difficile de dégager une colonne vertébrale de toutes ces tentatives, quelque chose de solide, robuste, sur lequel on va pouvoir poser donc, et construire l'énergétique de demain. Ceci dit, Jean-Marc Jancovici semble convaincu que le nucléaire domestique, celui qu'on utilise depuis déjà des décennies, serait une excellente variable d'ajustement en attendant de trouver mieux et plus définitif. Je sais que parmi les écologistes, c'est pas toujours très très bien reçu. Tu en penses quoi, toi ? Au niveau bilan carbone, ça a l'air d'être moins terrible que brûler du pétrole. Mais dans tous les cas, il faudra décroître fortement. Et le nucléaire peut peut-être réussir à maintenir des niveaux d'électricité pour les hôpitaux. Mais je n'ai pas assez de recul pour savoir s'il faut faire avec ou sans. Je sens ton enthousiasme un peu retenu. Définitivement, pour clore ce chapitre énergétique, si demain on instaurait une sorte de plan Marshall planétaire qui réunirait tous nos penseurs, tous nos techniciens, tous nos ingénieurs en disant maintenant on sauve la planète et c'est vraiment ça notre objectif premier. On aurait une chance encore ou ce serait trop tard ou c'est même plus la peine ? Ça dépend de quelle façon. Si c'est pour continuer à travailler dans Total, dans les banques et avoir la même pensée, enfin le même développement par l'économie, non, je n'y crois pas trop.
On va abandonner au moins un instant ce grand chapitre énergétique pour s'intéresser aux élus de terrain, ces élus verts qui aujourd'hui ont en charge des collectivités territoriales, parfois extrêmement importantes. Penses-tu que globalement, ils apportent des réponses qui soient à l'échelle des enjeux climatiques qui s'imposent à nous aujourd'hui ? En tout cas, ils ont au moins le privilège de montrer l'exemple. Donc c'est sûr que s'ils sont la seule ville en France à le faire, oui, ça ne changera pas grand-chose. Mais s'ils ouvrent une brèche ou une voie pour d'autres villes, c'est sûr que c'est bien. Mais oui, c'est bien, mais en même temps, ça ne répond pas à la question. Le compte n'y est, mais n'y est pas du tout. Si on pose sur un plateau de la balance le rapport du GIEC et qu'en face, on pose des zones de faible émission, ces voies de covoiturage sur l'autoroute, des projets de vélo urbain, on voit bien qu'il y a un problème d'échelle, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore du tout ancré dans notre culture et il y a un chemin qui n'a pas été fait. Et on peut dire ça d'autant plus aisément que, par exemple, ce que propose le maire de Lyon déjà suscite des levées de boucliers absolument invraisemblables. Il se fait traiter de Khmer vert et on sent bien que les gens ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit qui touche à leur niveau de vie. Oui, c'est sûr que dès qu'on impose à qui que ce soit, c'est moins facilement acceptable. Le mieux, je pense qu'on est encore dans la décennie de l'information, informer, faire comprendre les enjeux. Et puis c'est là que ce sera acceptable pour le plus grand nombre. Mais cette décennie de l'information, on l'a plus. Quand on lit le rapport du GIEC, ça paraît absolument évident qu'on ne peut pas encore attendre. On a déjà beaucoup trop attendu et c'est maintenant, c'est vraiment maintenant qu'il faut changer tout. Et même si on prenait encore du temps pour ça, rien ne prouve que les médias mainstream fassent le travail. Moi, je les vois pas du tout, pendant 10 ans, nous sensibiliser aux problèmes des enjeux climatiques. On les connaît, on sait ce qu'ils feront. C'est pas eux qui retransmettent les grands rapports, ils parlent rarement du GIEC. Après, ils disent ce qui se passe dans le monde, mais quand on voit que la canicule au Canada, les photos qu'ils faisaient la première des journaux, c'était des enfants qui s'amusaient sous des petites fontaines, je suis pas sûre que ça retranscrive ce qui se passait là-bas. Oui, c'est évident, les médias mainstream vont pas brusquement se mettre à collaborer avec l'ensemble de l'humanité pour fabriquer quelque chose de l'ordre d'un nouveau monde. Pourquoi résistent-ils autant malgré l'urgence ? Parce que les médias c'est des actionnaires qui payent ces médias-là. 60-80%, c'est maintenu par les plus grands, quelques grands groupes, oui, voilà. Donc, qui décident ce qui passe et ce qui passe pas dans les médias. Et comme aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était une marge ou des personnes qu'on pouvait dire marginales qui pensaient écologique, ou alors les Ardéchois qui élèvent des chèvres dans la forêt. Et puis, d'un coup, en mars 2018, ils se retrouvent 150 000 à Paris et que c'est pas du tout transmis dans les médias parce que ça les dérange. Alors, très très clairement, effectivement, la presse est tenue par des milliardaires en France. C'est très clair. Je lisais dans Bastamag dernièrement, 89,9% des journaux vendus sont tenus par des milliardaires. Donc c'est eux qui tiennent tout, en fait. On les connaît, c'est Bernard Arnault, Patrick Drahi, Xavier Niel, Pierre Berger, Vincent Bolloré, il y a Serge Dassault, j'arrive à la fin de liste, François Pinault, Bouygues et Lagardère. Voilà. Donc ça, on les connaît, c'est factuel, et on sait exactement qui est propriétaire de quoi. Et je me demande toujours, ça n'est pas très clair, jusqu'où ils interviennent dans les rédactions. Est-ce qu'ils ont besoin de physiquement se présenter en disant ça on en parle, ça on n'en parle pas, ça il faut le dire autrement, ou est-ce qu'en fait être propriétaire dans un monde néolibéral suffit à exercer une censure invisible ? Les journalistes seraient imprégnés de ce qu'ils doivent dire ou pas et que c'est suffisant. Cette question est toujours posée parce que sinon comment est-ce possible que tout ce qui est dans des médias parallèles ne
transpire pas à ce point, pas dans les médias mainstream. C'est quand même extrêmement troublant. Les gens qui portent les messages dans les manifestations ou dans les chaînes YouTube, ce serait contraire à ce qu'ils ont l'habitude de dire. Donc ils ne peuvent pas revenir en arrière sur leurs opinions depuis des décennies. Enfin, ils ne peuvent pas prêcher l'un et l'autre. Je les suspecte de pouvoir prêcher, pour reprendre ton expression, tout et son contraire, en fonction de l'époque, mais pas de l'époque, non, du moment même, de l'instant, parce qu'en fait, ils font de l'audience à court terme, et que c'est ça qui va les guider, en fait, pour dire une chose ou l'autre. Ceci dit, oui, on sent que le vocabulaire est travesti, qu'on ne parle pas de tout. On sent bien qu'il y a des tabous, voire des obscénités qui sont assez troublantes, en fait. Alors c'est sûr que oui, il y a des mots qu'on n'entend pas. Effondrement, collapsologie, obsolescence programmée, low-tech. J'ai jamais entendu, mais même dans les programmes d'école d'ingénieurs ou de commerce. Alors ce que tu dis là est trop essentiel pour ne pas s'y arrêter un instant. Si je te suis bien, cette phraséologie néolibérale, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce champ lexical qui est issu de l'entreprise, de la start-up en fait, aurait imprégné, comme on l'a déjà vu, donc les médias, mais apparemment aussi tous les étages du savoir et de la connaissance, l'éducation nationale et l'ensemble des études supérieures. Donc ce vocabulaire est partout. Est-ce que les médias indépendants, je pense à Mediapart, Bastamag et plein d'autres, je pense aux ONG bien sûr, nombreuses, je pense à toutes ces chaînes YouTube qui fourmillent d'intelligence, je pense à tous nos intellectuels, les Barbara Stiegler ou Frédéric Lordon, il y en a également énormément. Est-ce qu'ils arriveront à infléchir justement cette pression qui est mise sur les mots, sur le vocabulaire, sur les syntaxes, pour arriver à reprendre possession en fait de ce qui nous permet d'échanger, c'est-à-dire le langage? J'espère, mais bon, je pense que ce sera un peu tard. Enfin, c'est déjà tard. L'humanité, c'est toujours trop tard. Je ne pense pas qu'on ait jamais traversé de grandes révolutions paisibles, qui soient arrivées au bon moment, dans un tissu social tout à fait préparé à la recevoir, à l'accueillir. Une révolution, ça relève davantage du point d'indignation de Spinoza. C'est le moment où on dit « c'est plus possible ». Et à ce moment-là, ça s'effondre. Et c'est quand même quelque chose de cet ordre-là qui risque d'arriver. D'ailleurs, on sent bien au quotidien presque la tension des rapports sociaux qui traversent notre pays et peut-être l'ensemble de cette planète. La violence des réactions par rapport aux Gilets jaunes, par rapport à certaines ONG comme le travail d'Extinction Rébellion. On voit bien que les rapports sont tendus, sont à cran tout le temps et de plus en plus. Contre les Gilets jaunes, on a entendu un ex-ministre d'État dire que le LBD fallait arrêter et passer à des armes réellement létales pour se débarrasser de ces manifestants. Les Pinsons Charlot, qui ont évidemment en tant que CNRS, entre guillemets, vocation à être moins révolutionnaires, malgré tout, affirme que certaines multinationales devraient être traduites devant le tribunal international de La Haye pour crimes contre l'humanité. Et on en est là aujourd'hui, et tu ressens tout ça, j'imagine, tu le sais, et tu le vis comme nous tous. Oui, je pense qu'ils sont complètement conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Quand au Mexique, Coca-Cola met le prix de l'eau plus cher que le prix du coca, et ils le voient bien. Et c'est qu'un exemple parmi des milliers de tout ce qu'on peut voir sur cette planète, et notamment d'Afrique, bien sûr. Oui, l'Afrique, le théâtre de toutes les exactions, notamment à l'endroit des enfants. Tout ça pour piller un sous-sol si essentiel à notre PIB, à notre croissance qui se rêve toujours éternelle et peut-être tout simplement à notre confort. Et dans cette équation, les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant ne pèsent certainement pas bien lourd. Alors, puisqu'on parle des enfants, je me demandais comment est-ce possible que dans un pays comme le nôtre, où la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans, certains enfants quittent l'éducation nationale sans avoir une conscience aiguë des enjeux climatiques de notre époque? Alors j'ai l'impression que ça c'était vrai il y a 5 ans.
mais que du coup, il y a vraiment eu un sursaut où maintenant, dans tous les programmes, alors que ce soit en histoire géo, en SVT ou en chimie, justement, on va parler du réchauffement climatique. Et du coup, depuis 1 an ou 2, c'est au contraire, j'ai l'impression que les élèves en entendent beaucoup trop parler, peut-être. Alors, de façon très différente, avec les personnalités de chacun. Mais j'ai des retours de collégiens qui sont quand même au courant et qui voient vraiment un futur morbide. Donc après, est-ce que c'est plus le constat qui est mis en avant et moins les solutions ? Peut-être. Est-ce qu'après, bien sûr, pour les collégiens, ça leur fait une grosse différence entre ce qu'ils apprennent en cours et puis quand ils retournent chez eux ou qu'ils voient après le gouvernement ne pas prendre les lois climat qu'il faudrait ? C'est sûr que ça doit contribuer au mal-être. Ce qui contribue au mal-être, c'est certainement la schizophrénie des réponses, en fait. L'enfant est traversé par plusieurs fictions qui sont totalement insolubles l'une dans l'autre. Il est néolibéral parce que c'est la fiction dominante et celle qui organise tous les rapports au monde, mais il va se retrouver aussi forcément un peu républicain parce qu'on va lui parler de la Révolution française et qu'à chaque élection, il va être consulté en tant que républicain, mais déjà, c'est 2 mondes qui ne se parlent pas. Et enfin, il va certainement croiser d'une façon ou d'une autre un rapport du GIEC, des altermondialistes et des gens qui disent « mais ce monde est fou, en fait, ce monde est totalement fou, il est perdu et il faut à tout prix l'abandonner. Il faut absolument passer à autre chose. » Et déjà, rien que ces 3 propositions sont totalement diverses et ne peuvent en aucun cas s'amender ou imaginer trouver un dénominateur commun à ces 3 fictions-là. Donc l'enfant est obligé de choisir absolument. C'est un choix cornélien et personne ne peut l'aider à prendre une décision qui soit évidente. Voilà une transition toute naturelle pour que tu nous parles de ton métier, de ton travail de maintenant, qui gravite donc autour de cette notion de fresque du climat, qui est une aventure dont tu vas nous parler maintenant. Oui, alors c'est essentiellement pour les adultes, la fresque du climat. Après, il y a une version junior pour les collégiens, mais c'est rare d'aller en dessous. Donc c'est un jeu qui se joue c'est un atelier qui dure 3 heures avec différentes phases. Et en 1h15, pour la première phase, on peut comprendre l'essentiel du rapport du GIEC. Donc le jeu est basé sur le rapport du GIEC. Le jeu a été créé par Cédric Riegenbach. Par exemple, puisque la règle du jeu est on nous distribue différentes cartes et on doit replacer les cartes en cherchant les causes et les conséquences. Donc par exemple, on va avoir énergie fossile, effet de serre, acidification de l'océan. Donc on est en équipe, on dit qu'on est en autogestion puisqu'il n'y a personne qui anime notre débat et c'est entre nous qu'on doit se mettre d'accord l'équipe doit se mettre d'accord sur comment on place les cartes sur la grande table pour à la fin reconstituer la fresque du climat. Donc il y a quand même 42 cartes à placer et c'est beaucoup de physique, de chimie. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, justement, qu'on soit novice ou expert du climat, on en apprend. Donc grâce à ce petit jeu, brusquement, on réalise toutes les conséquences de nos activités humaines. Alors c'est la première carte, activité humaine, qu'on distribue au 2e lot. Et après, donc, c'est en différentes catégories, le transport, l'utilisation des bâtiments, l'agriculture et l'industrie. Rapidement, le GIEC, c'est quoi ? Donc, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Donc, c'est 100 experts qui ont été choisis par 98 pays du monde pour compiler les données scientifiques depuis 1750. Comment se fait-il qu'une masse d'informations aussi considérable et aussi convergente dans ses conclusions ne soit pas suivie plus massivement, plus clairement, plus simplement? Pourquoi encore tergiverser? Pourquoi ça semble si compliqué à mettre en œuvre leurs propositions? De toute façon, malheureusement, ça peut se faire que petit pas par petit pas, modification de loi ou de constitution par modification. Ça peut pas être si radical que ça, le changement, puisqu'on est tellement nombreux et ça va lentement pour prendre les décisions.
Ça peut pas être radical si on attend effectivement que dans le conseil d'administration de JP Morgan, on intègre cette notion d'urgence climatique. Ça, dans ce cas-là, ça va être très très long et probablement on n'y arrivera pas. Mais c'est peut-être plus probable que des effondrements structurels, des pandémies, des chocs climatiques violents viennent carrément casser ce système, détruire nos paradigmes et nous obligent radicalement à devenir autre chose. Non, mais, il faudrait que ça change radicalement, c'est sûr, puisque donc radical, c'est prendre le problème à la racine, et c'est aussi parce qu'on est radicalement dans la merde qu'il faudrait que ça change radicalement. Mais après, la réalité est tout autre. Il faut que ça change radicalement, c'est ce que nous explique le dernier rapport du GIEC, et il nous laisse assez peu d'espoir de pouvoir tenter quoi que ce soit d'autre en fait. La nécessité fera loi, et que je ne crois pas du tout que l'on puisse encore envisager une quelconque transformation acceptable de nos paradigmes. Non, pour moi, on est au bord du déclin, on est dans le déclin même, carrément. L'effondrement, c'est déjà vrai pour une bonne partie de la population, même en France, des personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui dorment dehors. Donc c'est pas quelque chose qui va être d'un coup, mais plutôt petit à petit, et puis qui emporte de plus en plus de franges de la population. Et oui, de toute façon, on va tous y aller un jour ou l'autre. Hein. On voit bien l'Allemagne n'a épargné personne. Les inondations donc, récentes. Alors, dans un autre chapitre, dans quelques mois, on va être amené à élire un nouveau président de la République. Il n'y a pas si longtemps, c'était des élections régionales. Et je me demandais si pour des gens de ta génération, ces rendez-vous républicains ont encore un peu de sens et nourrissent quelques espoirs. Ça dépend lesquelles élections. Bon, on a vu que régionales et départementales, c'était pas trop ça pour ma génération. Mais présidentielles, oui, je pense que c'est quand même... les gens ont envie de s'impliquer un minimum. Même si beaucoup n'y croient plus, notamment parce que le vote blanc n'est pas reconnu. Oui, puis parce que cette démocratie représentative, en fait, a fait long feu. On a un président de la République qui est à cette place avec 18% de l'électorat, ce qui est absolument dérisoire. Une Chambre des députés qui ne représente absolument plus du tout la complexité politique de ce pays. Effectivement, c'est assez décourageant, mais malgré tout, j'espère que cette nouvelle génération est pleine d'idées. Et toi-même, tu espères quoi pour ces élections ? Je suis ce que fait la primaire populaire, donc il y a des personnes qui ont été parrainées que je trouverais top d'avoir en tant que président. Je pense peut-être à Pierre Laroutourou. Evelina Riocreux, merci à toi, merci pour cet échange. On se recroisera certainement ici prochainement. En attendant, belle route à toi.